Bonsoir. Donc j'ai changé un peu le titre et je vais plutôt vous faire part un petit peu des réflexions où on en est maintenant pour le traitement des amyloses au sein du centre de référence dont je m'occupe avec Franck Bridou à Poitiers, qui s'excuse parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et donc vous connaissez, beaucoup connaissent cet algorithme de traitement où on tient compte pour décider du traitement de la gravité qui est jugée sur la sévérité de la cardiopathie avec les biomarqueurs, le score de la Mayo Clinic, NT-proBNP, troponine, et ensuite on va tenir compte de la réponse hémato. Et donc les stades 1, les stades 2, on va leur faire du MDEX, et puis on rajoute du bortezomib, plus ou moins rapidement, plus rapidement quand il y a une atteinte cardiaque que quand il n'y en a pas, et on fait du VCD, bortezomib endoxandex, pour les stades 3. Et ça repose, et on essaie d'obtenir au moins une VGPR, on verra ce que c'est après. Et donc ça repose sur deux choses. La première, c'est que plus la maladie est grave, moins les non-répondeurs vont vivre longtemps. Donc là, c'est la survie de nos patients non-répondeurs dans notre base de données en fonction du score de la Mayo Clinic. Les stades 1 vivent longtemps même s'ils ne répondent pas, les stades 2 un peu moins mais encore un peu, les stades 3 pas du tout. Donc plus vous avez une maladie grave, plus il faut que le traitement soit efficace rapidement. Et l'autre chose, c'est que à peu près 20% des malades, quand on fait du melphalan-dexaméthasone, c'est-à-dire un traitement oral simple, décomprimé 4 jours par mois, ont ce type de réponse, avec une réponse complète à la première cure, et des réponses qui peuvent être extrêmement longues, comme cette patiente qui est restée 10 ans en rémission. Et quand on fait du MDEX et que ça ne marche pas très bien, qu'on voit à la deuxième cure, il n'y a pas de bonne réponse, on rajoute du bortezomib, et à ce moment-là, on a une réponse qui est souvent très rapide et très complète. Donc c'était un petit peu la base du raisonnement pour faire cet algorithme. Alors j'étais assez content de voir ce papier de la Mayo Clinic de l'année dernière, ils ont repris tous leurs patients qui n'étaient pas autogreffés, et donc ils ont montré comment il est traité entre 2000 et 2004, 2005, 2009, 2010, 2014, et ils ont été un peu plus lents que nous. Nous, on a introduit en même temps que les Italiens melphalan-dexaméthasone en 2000. Eux, ils ont commencé après le premier papier en 2005, et sinon avant, ils faisaient melphalan-prednisone. Là, ils ont fait essentiellement du melphalan-dexaméthasone, et il y avait le début des autres molécules dans le bortezomib, et puis à partir de 2009, ils ont fait massivement du Cybord-10, c'est-à-dire du VCD, bortezomib endoxandex. Et ce qu'ils constatent, et dans le papier, ils disent que ça les surprend beaucoup, parce que malgré le fait que les réponses soient meilleures quand on met d'emblée du bortezomib, la survie elle a été améliorée par le passage du melphalan-prednisone au melphalan-dexaméthasone et pas du tout par le rajout de bortezomib. Et ça, c'est qu'en fait, le bortezomib existait déjà là et il s'en servait pour les malades non répondeurs, un peu comme on fait dans notre algorithme. Et quand on regarde la survie de 145 patients traités suivant cet algorithme dans notre base de données, on voit qu'on fait plutôt mieux en multicentrique que le centre expert de la Mayo Clinic, mais c'est simplement parce que là, ils ont viré les bons patients que eux, ils autogreffent, on en reparlera. Alors, on a commencé à réfléchir et on va essayer de faire un PNDS dans l'année qui vient pour le centre de référence pour les amyloses. Donc, on a fait une première réunion d'un petit comité pour réfléchir. Est-ce qu'avec toutes les données qu'on a maintenant, on continue comme ça ou on modifie cet algorithme? Alors, est-ce que c'est toujours valable? Première chose, est-ce que les critères de réponse qu'on a sont valables? Ces critères, ils ont été définis par un panel de centres de référence et vous avez les non-répondeurs. Les réponses partielles, c'est la DFLC, la différence entre la chaîne légère pathologique et la polyclonale, monoclonale polyclonale qui baisse de 50%. La VGPR, c'est la DFLC à moins de 40 mg par litre. La réponse complète, c'est il n'y a plus de chaîne légère. Et grosso modo, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est au moins la VGPR. Mais est-ce que ça suffit? Ce n'est pas complètement sûr, et il faudra voir s'il ne faut pas essayer d'obtenir vraiment mieux. Il y a plusieurs papiers comme celui-là qui montrent que quand on a un taux de chaîne légère normal et pas simplement une VGPR, eh ben, on est mieux que quand on a une réponse qui est moins bonne. Et puis, de plus en plus, on parle de MRD dans le myélome, mais on parle aussi de MRD dans les amyloses, fait avec de la cytométrie de flux. Donc il y a cette petite étude des Italiens chez des patients qui sont en réponse complète, et ils montrent que ceux qui ont une MRD négative ont une meilleure réponse d'organes. Et cette étude de la Mayo Clinic est moins intéressante parce qu'ils ont fait l'ensemble de leurs patients, ils se sont servis de la MRD un petit peu comme on documenterait la réponse, mais il semble que ça soit quand même intéressant d'être en réponse complète. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a d'autres critères de choix pour décider du traitement que l'atteinte cardiaque?
Il y a la cytogénétique, dont on commence un petit peu à c'est compliqué la cytogénétique dans les amyloses. Maintenant, c'est très bien connu dans les myélomes. Ce qui semble, c'est que la translocation 11-14, qui n'a pas de caractère pronostique dans le myélome, et qui est beaucoup plus fréquente dans les amyloses que dans le myélome, c'est 50% versus moins de 20%. Il semble que ça a un impact pronostique. C'est moins bon quand vous faites simplement bortezomib dexaméthasone ou VCD. Et par contre, ce facteur pronostic péjoratif est gommé par le melphalan qu'on utilise péros ou qu'on utilise à forte dose. Et puis, il y a d'autres critères de mauvais pronostic cytogénétique qui commencent à être décrits. Donc ça va pouvoir éventuellement influencer sur notre choix. Et puis il y a plein d'autres choses, on n'a pas vraiment formalisé mais dont on tient compte. C'est l'insuffisance rénale, surtout si elle est rapidement progressive. Le fait d'avoir une atteinte hépatique avec une bilie élevée, ça c'est franchement mauvais. Le fait qu'il existe une neuropathie, on va avoir envie de se servir de drogues non neurotoxiques. Et puis l'âge jeune des patients, on ne va pas vouloir empêcher éventuellement de collecter des cellules pour faire une autogreffe. Et on sait que si on fait trop de melphalan, on n'y arrivera plus. Alors l'autre, qui va nous faire changer peut-être d'idée, c'est le résultat des études cliniques. Première chose, les autogreffes, on les a abandonnés en 2007 en première ligne quand on a eu les résultats de notre étude autogreffe versus melphalan dexaméthasone, où la survie était bien meilleure avec le melphalan dexaméthasone. Il semble que la survie des patients autogreffés, au moins dans ces études monocentriques de centres experts, s'améliore avec les années. En fait, c'est beaucoup parce que ils sont beaucoup plus restrictifs qu'au début sur quelles malades ils vont autogreffer. Et puis pour les non-répondeurs, il y a les nouvelles drogues qui arrivent. Et moi, je ne pense pas que ça doit nous faire changer d'attitude. La TRM, elle est basse à la Mayo Clinique. Je pense que si on passe en multicentrique, la TRM, elle va remonter. Elle sera entre 5 et 10%, comme dans beaucoup d'études multicentriques, et que ça ne vaut pas le coup de faire courir un risque à ces patients, alors qu'il n'y a, je pense, pas d'avantage par rapport au traitement conventionnel. Et quand on regarde avec plus de 10 ans de recul notre étude autogreffe versus MDEX, il n'y a pas d'avantage à avoir été autogreffé. Et même quand on fait une analyse qu'on appelle landmark, on prend les patients qui ont reçu le traitement, qui sont encore vivants à 6 mois, donc un TRM à 0, une faisabilité à 100%, aucun avantage à avoir reçu une autogreffe. Et si on regarde avec notre algorithme de traitement la survie des patients qui sont autogreffés à la Mayo Clinique, donc on a pris leurs critères, on a regardé dans notre base de données, les patients traités avec cet algorithme, c'est exactement 20% de nos malades comme eux, sauf que nous on les a traités avec nos traitements habituels, melphalan dexaméthasone plus ou moins bortezomib. On a cette courbe de survie avec 96% de survie à 2 ans. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire mieux avec un traitement intensif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la moitié de ces malades qui ont une DFLC basse. Et c'est ça les patients, la moitié des patients autogreffés ont une DFLC basse. Et on sait que ces patients ont une bien meilleure survie que les autres. Donc ça, c'est encore un argument pour dire que d'accord, les survies avec les autogreffes sont excellentes, mais c'est essentiellement... Enfin, c'est parce que ça peut être un bon traitement, mais c'est surtout parce qu'ils sélectionnent les patients pour qu'il n'y ait pas une TRM trop élevée. Dans les autres pays, la Mayo, ils autogreffent à peu près 20% de leurs patients. Le centre de référence allemand, 15%. France, Italie, Royaume-Uni, c'est moins de 5%. C'est 2% en Italie. Donc, il y a très peu d'indications, je pense, vraiment en première ligne d'autogreffe. Il reste une indication pour les patients avec une IgM qui sont non répondeurs. Pour les myélomes symptomatiques, les patients qui ont un myélome symptomatique avec une petite amylose, pas d'atteinte cardiaque, et les patients qui n'ont pas d'atteinte cardiaque grave et qui sont en échec d'au moins 2 traitements. Donc là, je pense qu'il faut vraiment rediscuter de faire des traitements intensifs chez ces patients. L'autre chose qui peut nous faire changer d'attitude, c'est les résultats de l'étude qu'on a fait en Europe, 7 pays européens, où on a comparé MDEX versus bortezomib MDEX chez 110 patients qui étaient en première ligne avec une maladie cardiaque pas trop grave. Et grosso modo, les résultats de cette étude, c'est que la réponse est meilleure dans le bras BMDEX, 69% de réponse globale versus 51% et surtout plus de réponses complètes. Par contre, la survie de l'ensemble de la série n'est pas différente. Et ça, c'est parce que les patients non répondeurs au MDEX ont été récupérés avec du bortezomib ou d'autres drogues. Mais si on regarde le sous-groupe des patients qui sont en stade 2, là, il y a une différence de survie, et probablement parce que ces patients, ils ont été récupérés, mais pas suffisamment rapidement. La médiane, c'était 1 an de changement de traitement, c'est trop long. Si votre malade ne répond pas, il ne faut pas attendre 1 an avant de switcher le traitement.
Mais ça laisse penser quand même qu'il y a peut-être un intérêt chez ces patients à commencer d'emblée avec un traitement par bortezomib MDEX, en pensant que tous les malades ne seront pas suivis très précisément avec le dosage des chaînes légères. Et donc il y a des malades qui risquent d'avoir 6 mois de melphalan-dexaméthasone et qui ne vont pas répondre. Autre chose, c'est qu'est-ce que font nos collègues dans les autres centres de référence. Alors à la Mayo Clinic, donc, ils autogreffent une partie des malades et éventuellement ils font des traitements avant quand ils ont beaucoup de plasmocytes ou des facteurs de mauvais pronostic. Et sinon, ils font indifféremment bortezomib MDEX et surtout VCD, VCD, c'est-à-dire bortezomib endoxant dexaméthasone. Ils essaient, comme nous, d'obtenir au moins une VGPR et ils changent de traitement après 2 cycles s'il n'y a pas au moins une réponse partielle. Donc c'est assez proche quand même de ce qu'on fait. Les Italiens, c'est un petit peu plus compliqué. Merlini dit qu'ils autogreffent un certain nombre de patients, mais c'est très très peu. Mais ils ont des choses un petit peu plus ciblées. Quand il y a une 11-14, je vous ai dit qu'il y avait une différence d'activité des drogues, donc ils font plutôt du melphalan-dex ou du BMDEX. Et ils font aussi du BMDEX plutôt quand il y a un taux de chaîne légère élevé. Et ça, ils ont montré simplement en abstract, mais ils n'ont pas publié encore, que les patients qui avaient un taux de chaîne légère élevé répondaient mieux quand il y avait du melphalan que quand il y avait de l'endoxan. Donc ça, c'est aussi quelque chose sûrement à garder en mémoire. Et puis, les hauts risques, ça, personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Les stades 3B de la Mayo Clinic, ces malades qui meurent très très vite. Donc à Mont-d'Or, il y a tout un programme pour faire les drogues de façon étagée, en commençant par l'endoxan, puis le bortezomib, puis la dexaméthasone. Ça peut être une solution, mais moi j'ai peur que ça délaye la réponse. Donc une solution auquel on réfléchit, c'est plutôt commencer par bortezomib endoxan, qui ne sont pas vraiment cardiotoxiques ou peu cardiotoxiques, et regarder la réponse très rapide, et après 1 semaine ou 2 semaines, s'il n'y a pas une réponse sur les chaînes légères, à ce moment-là, rajouter la dexaméthasone, même si on sait que chez ces malades-là, c'est extrêmement mal toléré. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les patients réfractaires en rechute et qu'est-ce qu'on va mettre dans les futurs protocoles? On va servir de toutes les drogues du myélome. Ça, c'est un petit peu tous les traitements avec le temps et le taux de réponse qu'on a eu. Le vrai switch a été quand on a mis des inhibiteurs du protéasome, où on est passé à 80-90% de réponse. Autogreffe, je vous rappelle que c'est 60-65%. MDEX, c'est 60-65%. Et puis, on peut utiliser les imides. Le lénalédomide, c'est à peu près 60% de réponse. Le POMA, peut-être un petit peu plus. Carfilzomib, c'est un bortezomib amélioré, enfin plus efficace, mais plus cardiotoxique. Donc, on s'en sert assez peu dans les amyloses. Ixazomib, c'est du bortezomib oral qui n'est pas neurotoxique. Et ça, on aimerait bien faire bientôt un protocole avec ce médicament qui est oral. Et donc, c'est pratique pour les malades. La Binda, c'est comme dans le myélome, on peut s'en servir également. Et puis, on fait vraiment toutes les associations qu'on fait dans le myélome. Et il faut vraiment, chez les patients graves, réagir très très vite s'ils ne sont pas répondeurs. Et on fait par exemple l'association VRD, bortezomib, revimid, dexaméthasone, si les patients ne répondent pas au VCD, même après un cycle, quand ils ont une cardiopathie sévère. Et puis le dernier arrivé, c'est le daratumumab, c'est anticorps anti-CD38, qui marche très très bien dans le myélome. Et on vient de finir donc, la première étude prospective de phase 2 avec cette molécule. On a inclus 40 patients qui étaient déjà traités, moyenne de 3 traitements antérieurs, des patients qui n'avaient pas une atteinte cardiaque trop sévère et qui étaient évaluables avec une DFLC supérieure à 50. Donc c'est ce qu'on fait dans le myélome, toutes les semaines pendant 2 mois et tous les 15 jours pendant 4 mois, donc 6 mois de traitement. Et là, on avait décidé d'arrêter à 6 mois parce qu'on sait que les amyloses, quand il y a une réponse, elle est souvent beaucoup plus longue que dans le myélome, mais on ne voulait pas faire des traitements trop prolongés. On a eu beaucoup de réponses chez ces patients, avec à peu près entre 60 et 70% de réponses. Il y a eu d'autres études. Il y a eu une étude rétrospective où c'était 80%, une autre étude prospective, mais avec moins de malades, où c'était aussi 80%, une étude des Allemands rétrospective chez des gens qui avaient un myélome, c'était aux alentours de 70%, donc ça marche très très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les patients qui n'auront pas répondu à 1 mois après 4 injections, qui sont en rouge sur cette courbe, ne répondent pas après. Donc si vous êtes à 1 mois que vous n'avez pas de réponse, c'est inutile de continuer ce médicament seul, soit il faut l'arrêter, soit il faut rajouter un autre pour avoir un effet synergique. Et ce qui est aussi très intéressant, et je pense qu'il va être très intéressant en première ligne, c'est que ça marche très très vite. Donc ça, c'est le waterflow de réponse après une injection de daratumumab, donc ça marche extrêmement vite.
Les réponses d'organes, on a regardé, mais c'est un peu tôt. Ça ne semble pas inhiber les réponses d'organes. Donc il y en a eu 7 réponses cardiaques et 4 réponses rénales, mais on est vraiment très très tôt. Probablement au cours du mois de juin va débuter en France l'essai Andromeda, qui est promu par Janssen. Donc c'est un grand essai multicentrique randomisé international, 360 patients dans 25 pays, 11 centres en France, où on va faire VCD, plus ou moins d'ARA chez les malades en première ligne. Donc ça va pouvoir, bon ça va prendre, je pense que ça va aller assez vite, les inclusions dans ce protocole, ça va prendre, je pense, un an et demi pour avoir le nombre de malades vu le nombre de centres, et ça pourra peut-être définir un nouveau gold standard du traitement de cette maladie. Et nous, on voulait faire DARA plus pomalidomide, parce qu'il y a une synergie claire avec les imides, et pour l'instant, c'est bloqué pour des problèmes de safety du pomalidomide dans les amyloses, à cause d'un protocole qui a eu lieu aux États-Unis. Donc, on n'a pas pu débuter ce protocole, et c'est dommage. Ça, c'est un patient, par exemple, réfractaire qui ne répondait pas au DARA seul, et en rajoutant le POMA, il est en rémission complète, très très rapide. On a vraiment l'impression qu'il y a une synergie de ces deux médicaments. Le petit dernier qui vient d'arriver dans le traitement du myélome et dans les amyloses, c'est le venetoclax, inhibiteur de BCL2. Et ça paraît très intéressant dans les amyloses, parce que ça marche quand il y a une translocation 11-14, ce qui est la moitié des malades. Donc il y a un cas rapporté par la Mayo Clinic où il y a une bonne réponse chez un malade qui était en réponse partielle. Et on va essayer de faire un protocole aussi chez nos patients amyloses avec cette molécule. Donc le traitement actuellement, c'est MDEX plus ou moins bortezomib pour les stades 1, 2 et VCD pour les stades 3. On va probablement switcher vers bortezomib MDEX pour les stades 2, garder le MDEX seul pour les stades 1, mais peut-être en se donnant moins de temps pour changer et vraiment pour sélectionner les patients qui sont répondeurs complets et rajouter du bortezomib pour avoir la meilleure réponse possible après. On va continuer à faire du VCD chez les patients jeunes, sans contre-indication au traitement intensif pour éventuellement faire des cytaphérèses pour une autogreffe éventuelle s'ils sont réfractaires à une deuxième ligne de traitement. VCD, s'il y a une insuffisance rénale, c'est clair, l'endoxan, c'est beaucoup plus facile à manier que le melphalan dans les insuffisances rénales. S'il y a une 11-14 ou des chaînes légères élevées, probablement MDEX plutôt que VCD. Et puis surtout, des modifications très rapides pour les patients non répondeurs, d'autant plus qu'ils sont graves. Rôle de la MRD, ça on est en train de l'étudier. On l'a fait dans le protocole avec le daratumumab, on va regarder les résultats. Et pour terminer, donc quid des nouvelles stratégies pour accélérer l'élimination des dépôts. Donc il y a 3 anticorps en ce moment qui sont testés. Le traitement mis au point par l'équipe anglaise, qui est un combiné de 2 médicaments. Un médicament qui élimine la SAP du sérum, le CPHPC. Et une fois qu'il n'y a plus de SAP dans le sérum, à ce moment-là, on injecte un anticorps monoclonal anti-SAP qui va se fixer sur la SAP des dépôts et qui va recruter les macrophages et éliminer les dépôts. Ça marche très bien sur les amyloses hépatiques. Premier papier sur 15 patients. On voit très bien sur ces scintigraphies à la SAP que ça vire les dépôts au niveau hépatique. C'est compliqué comme protocole. Il faut 3 jours d'injection IV avant l'injection d'anti-SAP et après 15 jours d'injection sous-cutanée. Pour l'instant, ils gardent les malades 3 semaines. Ça va très doucement. Ils ont fait une première série de 15 patients et maintenant, ils ont élargi à 23 patients. Il n'y avait pas de patients cardiaques au début. Maintenant, il y a des patients avec une atteinte cardiaque. On est sûr que ça marche sur les atteintes hépatiques, pas encore sûr que ça marche sur les autres. Donc, c'est en train d'avancer. Autre anticorps sur lequel on avait beaucoup d'espoir, c'est le NEOD001 qui était censé virer les oligomères de chaînes légères qui sont toxiques pour le cœur et puis éliminer les dépôts. Donc, il y a eu une phase 2 de 67 malades qui a été présentée à plusieurs reprises par la Mayo Clinic avec vraiment des données qui paraissaient très bonnes avec entre 60 et 80% de réponses suivant les organes chez des patients qui ne répondaient pas, enfin qui avaient une réponse hémato mais pas de réponse d'organes. On a fait 2 études randomisées, une phase 2 chez les malades déjà traités contre placebo à 6 mois de leur traitement avec une atteinte cardiaque persistante, une phase 3 qui s'appelait Vital VCD plus ou moins NEOD001. On a eu les résultats il y a maintenant 3 semaines et ça a été vraiment à la surprise de tout le monde. Pas de différence avec le placebo, au moins sur les line points principales qui étaient l'atteinte cardiaque. Et une étude de futilité dans l'étude de phase 3 qui était en cours, pas de possibilité qu'il y ait une différence de survie à la fin de l'étude entre les 2 bras. Et donc le laboratoire a décidé de retirer le médicament. Alors,
on ne sait pas si ça marche pas sur le cœur, ça paraît sûr. On ne sait pas encore s'il n'y a pas des organes où ça pourrait répondre. Donc vraiment, on attend les résultats complets de cette étude et en espérant que peut-être ça peut marcher sur le foie, ça peut marcher sur le rein et que peut-être cet anticorps ne sera pas abandonné. C'est un anticorps qui est extrêmement bien toléré. Et puis il y en a un autre qui a été produit par la même équipe au départ qu'est l'équipe de Solomon, qui lui, on est sûr qu'il reconnaît très bien les dépôts d'amylose parce qu'ils ont fait des papiers avec des études de PET scan en se servant de cet anticorps comme radiotraceur, et vraiment ils fixent très bien sur les dépôts d'amylose. Là aussi, c'est une toute petite étude de phase 2, 27 patients, là aussi avec des choses qui paraissent très spectaculaires après une seule injection d'anticorps. Mais bon, on a été un peu échaudé par la phase 2 du NeoD, donc on ne sait pas bien exactement ce que ça va donner. En tout cas, ça c'est très préliminaire. Il n'y a eu qu'une phase 2, il va falloir encore 2-3 ans pour avoir une certitude sur l'efficacité de ce traitement. Donc, diagnostic précoce, ça c'est fondamental. Et la masterclass de cardiologie pour avoir des diagnostics précoces par les cardiologues, c'est vraiment très très bien. Ne pas se tromper de type d'amylose, un traitement adapté à la sévérité et à d'autres stades Mayo et d'autres caractéristiques, et surtout à la réponse. Des traitements innovants pour les stades 3, parce que pour l'instant on n'est pas très bon, et puis sûrement l'intérêt des nouvelles molécules. Donc merci à tous les gens du centre de référence, en particulier à Limoges et à Poitiers. Et ça c'est notre site internet. Merci pour votre attention. Merci Arnaud pour cette présentation excellente et très synthétique. Y a-t-il des questions? Nous avons le temps pour 5 à 10 minutes de questions. Moi, pour démarrer, j'ai une petite question juste d'évaluation des traitements, en tout cas par exemple pour l'amylose cardiaque. Par exemple, dans l'avant-dernière étude que tu montrais avec l'anticorps qui a finalement eu des effets neutres dans l'essai vital et l'autre, le critère de jugement sur l'efficacité dans l'amylose cardiaque, c'est toujours le NT-proBNP ou il y a d'autres... Alors c'était un critère composite, si je me rappelle bien. Il y avait le NT-proBNP, il y avait les réhospitalisations d'origine cardiaque ou les décès, il y avait le test de marche 6 minutes. Ouais. Donc c'était vraiment des critères. Dans cette étude, ils ont été extrêmement attentifs. C'était très protocolisé. Et on n'a pas les résultats. On sait qu'il n'y a pas de différence, mais on n'a pas les résultats détaillés. On sait que pour le NT-proBNP, il n'y a pas de différence. Et pour les décès, les réhospitalisations, il n'y a pas de différence. Pour le vénétoclax, non, dans le myélome pour l'instant on ne peut pas, et dans l'amylose non plus, donc ça c'est pas possible de le prescrire théoriquement maintenant. Le daratumumab, c'est un peu comme dans le myélome, c'est-à-dire que c'est les patients qui ont eu plusieurs lignes de traitement, dont le pomalidomide. Donc c'est facile de prescrire si vous avez un malade qui a plus de 10% de plasmocytes dans la moelle, vous dites que c'est un myélome, s'il rentre dans les critères, vous le prescrivez. Sinon après, c'est au coup par coup. Il n'y a pas de recommandation dans l'amylose. Il n'y a pas d'AMM dans l'amylose en général. Dans les maladies rares, il y a très très peu d'AMM. Il y en a de plus en plus qui se font dans pas mal de pays. À la Mayo Clinic, là, ils ont envoyé un papier avec 44 patients traités par daratumumab. Il y a des pays où vraiment ça va devenir un traitement de base, au moins des amyloses réfractaires. C'est vraiment intéressant de voir ces réponses extrêmement rapides. C'est des réponses sur les chaînes légères. Non, le daratumumab, comme les autres, il faut bien se rappeler de ça, c'est que toutes les chimiothérapies qu'on fait pour faire baisser les chaînes légères, et le daratumumab, comme les autres, ne fait rien sur les dépôts. On fait baisser les chaînes légères et après les dépôts sont éliminés naturellement et plus rapidement quand on aura des anticorps vraiment efficaces pour les éliminer. Moi, j'ai une petite question justement sur les monoclonaux et l'association des différentes drogues. Pour ces malades ultra graves, stade 3, 3B de la Mayo, où on sait qu'il ne faudrait pas en théorie attendre la réponse au premier cycle pour changer, etc. Et comme tu nous montres que les réponses au DARA, c'est quasiment après 1 à 2 perfs, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire le problème à l'envers? C'est-à-dire que pour ces malades ultra graves, où en gros les jours et les semaines sont essentiels dès la prise en charge, de mettre justement d'emblée le DARA associé à d'autres drogues comme vénétoclax,
le Velcade ou les alkylants, et quitte, si on a une bonne réponse, à la limite faire marche arrière. C'est un peu provocatif. C'est l'idéal. Il y aura peut-être un essai d'ARA chez les stades 3B en première ligne. C'est Kastritis du centre d'Athènes, centre de référence grec, qui a proposé ça. Le laboratoire n'avait pas l'air contre, mais c'est compliqué pour un laboratoire de donner une nouvelle molécule pour une pathologie où il y a 80% de décès dans les 3 mois. Les essais risquent de s'arrêter très très vite, donc c'est vraiment pas facile. Et actuellement, prescrire du daratumumab en première ligne chez un patient avec une amylose en France, ça paraît difficile. C'est sûrement une bonne idée, hein. Alors, surtout quand il y aura la forme sous-cutanée. Le problème de la forme IV, c'est qu'il y a 1 litre de sérum Phi à la première perf. Donc chez un malade vraiment avec un cœur grave, c'est difficile. Par contre, dès qu'il y aura les formes sous-cutanées, mais pour l'instant, on ne les aura pas en dehors des protocoles. Et le protocole là qui va commencer pour les amyloses VCD plus ou moins d'ARA, c'est d'ARA sous-cutané. Après, pour ce qui est du volume, on peut imaginer des concentrations plus importantes, même en IV, et fractionner la dose. Et dans l'autre sens, pour les malades qui ne répondent pas à 1 mois, est-ce qu'il faut s'obstiner à continuer le DARA? Je pense qu'il ne faut pas le continuer seul, ça certainement. Mais peut-être le continuer en association avec un IMID en particulier. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au fond. Vas-y. Je voulais poser une question par rapport au stade 1 de la Mayo, mais qui ont une atteinte rénale sans insuffisance rénale avec syndrome néphrotique qui peut être très sévère, des hypoalbuminémies qui peuvent être à 8 grammes. On reste toujours avec ce nouvel algorithme à MDEX d'abord, et puis ensuite on passe au VCD éventuellement, ou est-ce qu'on va changer et d'emblée on va leur proposer quelque chose de plus... Je crois que c'est vraiment, il faut réfléchir malade par malade. Un malade qui a 8 grammes d'albumine, surtout s'il a une agueusie et qu'il ne mange plus rien, il peut avoir une survie très très courte. Oui. Donc celui-là, moi j'aurais envie de mettre le traitement le plus efficace, le plus rapidement. D'accord. Donc c'est un peu un guideline qu'on fait, mais c'est pas impératif. Ok. Et 8 grammes d'albumine... Ouais. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, on reste sur ces stades de la Mayo qui ciblent le cœur. Et dès qu'on n'a pas d'atteinte, une fois qu'on a éliminé l'atteinte cardiaque, on a quand même à côté des malades qui sont aussi très graves. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que le cœur. On va essayer de faire des... C'est difficile de faire des guidelines pour tout, mais de faire des guidelines en tenant compte, dès qu'il y a une insuffisance rénale, par exemple, il faut essayer d'aller plus vite. Mais quand il y a un syndrome néphrotique très, 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 très important... à ce moment-là, peut-être aussi, il faut aller plus vite. Ouais. C'est une bonne remarque. Ok, merci. Juste une question. Vous avez déjà fait votre protocole, du coup, sur les stades 3 ou 3B avec la Dexa en décalé? Non. La Dexa, moi, je la fais en général le lendemain. Ouais. Mais pas une semaine après, mais c'est vrai que moi, ça me paraîtrait une bonne idée, ça. Mais si tu veux pas faire l'endoxan en premier, l'endoxan, ça marche pas très bien, et surtout tout seul. Donc tu perds une semaine. Je crois pas que... On est en train d'analyser toutes nos données, donc il faudrait qu'on les travaille ensemble pour faire quelque chose en commun, parce que ce serait dommage, effectivement. Donc on est en train d'analyser pour voir le taux de mortalité, les taux de décompensation post-DEXA, etc. Il faut qu'on fasse ça en commun. Et dans les guidelines, là, c'est le PNDS, il est en cours, c'est ça, vous faites? PNDS, il a commencé il y a 15 jours. Ouais. On a fait la première réunion, si on veut, pour commencer à en parler. Il y a un cardiologue dans le... Pour l'instant, si tu veux, on a fait une réunion un petit peu en petit comité pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Et après, on n'a pas constitué le PNDS. Il faut beaucoup plus de monde et différentes spécialités. Donc ça va être fait. Ok, continue. Ok, merci beaucoup à nouveau.